Bonjour à tous, rebonjour pour certains. On va pouvoir commencer la deuxième partie de cette journée technique annuelle Actalia Produits laitiers. Alors, certains d'entre vous étaient présents ce matin. Ce qu'on vous propose de faire pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on vous explique un peu le principe. Bien sûr, on est sur une réunion à 100% distancielle. Vous avez la possibilité d'inscrire dans le fil de discussion votre nom, structure et domaine d'activité pour faciliter les échanges à la fin de chaque présentation. Et ça nous permet aussi de partager avec tout le monde un petit peu voilà, la composition de l'audience et puis de servir de tour de table, on va dire. Donc pour cet après-midi, le programme est le suivant. On va commencer par un projet sur la réduction des consommations d'eau qui s'appelle le projet Minimo. Et puis ensuite, on passera sur des sujets un peu plus technologiques, on va dire, avec le programme Bionacol, sur la valorisation des plantes fourragères bioactives dans l'alimentation des chèvres laitières. Et on partagera aussi trois sujets qui sont soit des pistes de projets, soit des projets qui vont démarrer, à savoir un thème sur les laits spécifiques, un thème sur le projet Oméga, et puis une piste sur les procédés de congélation, décongélation. Voilà, donc je vous propose, si il n'y a pas de soucis de votre côté, si vous avez quelques difficultés techniques, n'hésitez pas à contacter, à prévenir Geneviève pour qu'elle vous aide. Mais si c'est bon pour vous, on va commencer directement par la présentation du programme Minimo. Alors normalement, vous voyez à l'écran déjà le diaporama. Alors, quelques précisions sur ce programme qui s'appelle Minimo. Donc, l'objectif de ce projet, c'est la minimisation des consommations d'eau dans les industries agroalimentaires. Il faut savoir que avant ce projet, donc projet Minimo qui est soutenu financièrement à la fois par l'ANR et par le CNIEL, il y avait une étude qui s'appelait Aquarelle, qui elle était 100% dédiée au secteur laitier, qui était financée par le CNIEL et qui avait pour objectif de se concentrer à la fois sur la gestion des effluents laitiers et sur les possibilités de réutilisation de l'eau issue du lait sur les sites de transformation. Donc ce projet Aquarelle s'est achevé en 2018. Il y a eu plusieurs livrables qui ont été produits, publiés et qui sont accessibles librement. Et on a enchaîné sur un deuxième projet, le projet Minimo, où là, on va se concentrer un petit peu plus, bon, c'est un projet multifilière, mais surtout, on va se concentrer un petit peu plus Et ça te pose un sur du problème? Ça développement te pose un d'outils. problème? Ah, j'entends Geneviève, je crois. On va développer, on va justement se concentrer un peu plus sur le développement d'outils, comme on va pouvoir vous l'illustrer dans la suite de cette présentation. Alors, voilà, comme on le disait, il y a plusieurs secteurs engagés, vous le verrez tout à l'heure dans la liste des partenaires, et surtout, il y a des problématiques communes autour de la ressource en eau, puisque comme vous le savez, on a des contextes qui sont de plus en plus restrictifs en termes de disponibilité en eau, à la fois pour la partie consommation, mais aussi en termes d'acceptabilité du milieu pour ce qui est des effluents qui sont émis. Donc là aussi, il y a des efforts à faire sur la gestion des effluents pour essayer de réduire leur quantité avant d'être traités puis relâchés dans le milieu naturel. Et l'idée, c'est aussi de s'intéresser à des solutions de réutilisation dans le secteur laitier, mais pas uniquement. Alors, pour ce qui est des développements d'outils, on s'appuie sur deux méthodologies principales. La méthodologie première, c'est la méthode dite du pincement, pinch, qui s'appuie sur une méthode qui était déjà existante, le pinch, mais pour l'énergie. Et l'autre méthode, c'est la méthode de l'empreinte eau, qui va permettre, à travers le développement d'un outil, justement de comparer les différents scénarios, les différents cycles réseau d'eau qu'on peut mettre en place sur un site et voir quel est celui qui a le moins d'impact sur la ressource en eau. Donc ces deux méthodes-là sont utilisées pour alimenter des outils qu'on va vous présenter avec Axel dans les prochaines minutes. En termes de partenariat, donc dans ce projet ANR Minimo, on a d'une part bien sûr les centres techniques et d'interface qui font le lien avec les acteurs professionnels, les entreprises. Donc on a pour le secteur laitier Actalia, on a l'ITERG pour le secteur des corps gras, le CRIT agroalimentaire, l'IFV pour le secteur du vin, l'UNGDA pour les distillateurs d'alcool et le CTCPA pour tout ce qui est plat cuisiné et conserverie de légumes. Ça, c'est pour les centres techniques. On a également des instituts d'enseignement et de recherche, à savoir l'IRSTEA et AgroParisTech, avec une UMR de l'INRAE aussi qui est mobilisée. Et puis, dans le contexte bien précis du développement d'outils, on a une société de développement de simulation de procédés, ProSim, qui a déjà pas mal de logiciels existants, mais qui, pour ce projet,
en a adapté un tout spécifiquement. En termes de déroulement dans le temps de ce projet, donc on a plusieurs étapes. Il a démarré en 2018 et s'achèvera cette année. On a tout d'abord approfondi les aspects méthode, pinch et empreinte eau en essayant de les adapter au contexte bien précis du projet. Et on a en parallèle mené des enquêtes sectorielles avec aussi des prélèvements sur site afin de qualifier les qualités d'eau présentes sur site, que ce soit les eaux entrantes utilisées, que ce soit les prélèvements dans le milieu naturel ou l'eau du réseau qui est desservie par les communes, mais aussi les qualités d'eau intermédiaires, ça peut être des PRMA, par exemple, l'ultrafiltration, et puis les qualités des effluents. Tout ça dans l'idée d'avoir une bonne cartographie des flux d'eau présents et leur qualité associée. Ensuite, on a une étape de développement de l'outil de simulation avec l'utilisation de ces outils pour plusieurs sites qui ont été retenus dans une phase bien spécifique du projet, dans lequel des traitements même ont été appliqués aux effluents pour voir leur efficacité. Et puis, on est maintenant dans une étape de développement d'une boîte à outils simplifiée qui sera présentée à l'issue de ce projet lors d'une conférence dont on vous parlera tout à l'heure. Alors, dans les différents travaux qui ont été menés au cours de ce projet, on a tout d'abord eu, comme je vous le disais, une enquête sectorielle. Il y a 12 sites laitiers qui ont été impliqués dans cette enquête avec plusieurs activités représentées, fromage, produits frais, et aussi des sites multi-activités qui notamment faisaient de la production de poudre. Et on a pu constater que 83% de ces sites étaient reliés au réseau d'approvisionnement en eau potable. On a eu aussi l'identification de plusieurs flux qui pouvaient être traités, que ce soit les pousses à l'eau, ou bien des eaux chargées en produits chimiques après nettoyage, ou aussi les fameuses eaux issues du lait qui représentent un volume très important dans le secteur laitier. Ces eaux issues du lait étant issues soit de filtration membranaire, soit d'évapoconcentration. Ça, c'était pour l'enquête sectorielle. Ensuite, nous avons eu un livrable sur les réglementations et recommandations concernant le recyclage de l'eau. Donc là, on retrouve à la fois des textes internationaux, des textes réglementaires européens, des textes nationaux, mais aussi des référentiels et des recommandations qui circulent au sein des différentes filières agroalimentaires. Ça a donné lieu à un livrable bien spécifique. Ensuite, on a eu un autre livrable sur les technologies de traitement. Donc, au-delà de la cartographie des effluents et des qualités d'eau pour les différents flux présents sur les sites, il y a eu un focus sur tous les procédés, que ce soit les procédés physico-chimiques de traitement de l'eau, mais aussi les procédés de désinfection, et puis des exemples de recyclage déjà possibles sur différents sites de transformation au sein du secteur agroalimentaire. En ce qui concerne les méthodes dont je parlais tout à l'heure, notamment la méthode empreinte eau, il y a eu la publication d'un memento graphique réalisé par le partenaire IRSTEA, qui a communiqué ce guide, c'était au mois de mai, il me semble. Et alors, ce memento, ce guide, a l'avantage d'être très pédagogique. Donc, il est téléchargeable gratuitement et on pourra vous envoyer le lien sans souci. Il a l'avantage d'être très pédagogique parce que pour ceux qui se sont déjà penchés sur la question de l'empreinte eau, il faut savoir qu'il y a pas mal de méthodes différentes de caractérisation qui existent et que c'est pas évident de se repérer et de comprendre vraiment les différences entre chaque approche. Donc ce guide a l'avantage de vraiment être très pédagogique et très clair. Et également, il est tout récent, donc on a les dernières méthodes en développement qui sont présentes dans ce guide. Alors, tout au long de ce guide, il y a un fil rouge qui est plutôt le cas du t-shirt. C'était volontairement un cas qui n'est pas agroalimentaire pour se sortir un petit peu de nos réflexes. Et vous pourrez voir, si vous vous penchez sur ce guide, qu'il y a vraiment une explication très claire sur comment calculer l'empreinte eau. Il y a notamment, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, les méthodes bien connues du Water Footprint Network qui sont illustrées, mais aussi la méthode Pfister, qui était une des méthodes de référence, ou en tout cas qui apparaissait dans le guide Phil dans sa dernière version. On peut voir là que les quantités de mètres cubes d'eau associées au t-shirt sont différentes. Et de même, si on va vers la méthode AWARE, qui est une méthode qui se concentre plus sur la water scarcity, c'est-à-dire le stress hydrique, on va dire, c'est des mètres cubes AWARE. Et cette méthode-là est la méthode qui est actuellement utilisée dans les analyses de type PEF dont a parlé Alexandre ce matin. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'il existe plusieurs méthodes et qu'elles ont leurs différences. Alors ensuite, on va passer sur la partie méthode pinch eau. Donc d'une part, on a une première méthode, comme je vous le disais, qui s'inspire de la pinch énergie, c'est-à-dire que
L'idée, c'est de faire des diagnostics sur les sites laitiers, sur tous les sites en fait possibles, mais dans le cas sur les sites laitiers, et d'essayer d'associer les points de pincement, c'est-à-dire à quel moment l'effluent en sortie d'un procédé peut être utilisé comme une eau en entrée d'un autre process. C'est-à-dire que les qualités vont varier, mais parfois la qualité d'un process est suffisante pour alimenter un process en entrée. Donc, en association avec cette méthode Pinch-O, on a également de la modélisation qui est possible des process agroalimentaires avec le logiciel ProSim, enfin, les logiciels ProSim qui ont été développés dans le cadre de ce projet. Et donc, par rapport à ça, je vais donner la main à Axel Cartier qui pourra vous présenter un petit peu plus en détail ce qu'il y a comme méthode derrière ce logiciel. Alors, pour les participants, je ne sais pas si vous entendez, mais on est en situation d'alarme ici sur le site de Surgère. Donc, on va voir comment gérer la situation. Ça tombe bien. Donc, J'ai pas le Axel, partage d'écran, Pierre. Je sais pas si tu m'as désigné en présentateur. ah oui, je suis en train de Ah, le c'est faire. bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Alors, pour l'instant, on ne voit pas en plein écran ton. Oui, c'est tout bon là. C'est bon? Oui, c'est tout bon. Ok. Euh, on y retrouve. Voilà. Donc bonjour à tous, je suis Axel Cartier, donc chargé de projet environnement. Je travaille dans la même équipe qu'Alexandre et Anthony, dont vous avez pu suivre les présentations ce matin. Et je suis impliqué avec Pierre sur le projet Minimo. Donc, comme l'a présenté Pierre précédemment, Minimo a pour objectif le développement d'outils d'aide à la décision, que ce soit pour réduire les consommations en eau, la production d'effluents ou reconcevoir les réseaux d'eau en intégrant le volet réutilisation, recyclage, au travers de deux méthodologies, donc le pinch eau et l'empreinte eau. C'est les outils appliquant ces méthodologies que je vais vous présenter succinctement maintenant, et on verra ensuite une illustration de la démarche que propose le projet au travers d'un exemple industrie laitière. Donc, appliquer la méthodologie empreinte eau, on a développé dans le cadre du projet Minimo l'outil PIC. Donc, PIC, c'est pour Pinch O ACV. C'est un calculateur simplifié d'analyse du cycle de vie, appliqué à la réutilisation des eaux usées, la REUT, en industrie agroalimentaire, et qui permet donc de calculer les impacts environnementaux d'un scénario de réutilisation avec une ou plusieurs boucles de recyclage et de les comparer à ceux d'un scénario de référence, donc sans REUT. Plusieurs méthodes de calcul d'impact sont proposées par ce logiciel. Pour la CV, on a IF, Recipe, et pour l'empreinte eau, WSI, Aware. L'objectif de PIC, c'est en fait de permettre à des non-spécialistes de la CV, industriels, centres techniques, bureaux d'études, de pouvoir obtenir plus simplement des résultats ACV et empreinte eau pour le cas particulier des scénarios d'optimisation des consommations d'eau par la REUT. Proposés par les outils PinchO que nous allons présenter tout de suite après, et ainsi d'en évaluer la pertinence environnementale. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails fins de la composition de l'outil, mais sachez que le guide d'utilisation de l'outil fera partie des livrables diffusés au sein du secteur laitier. Donc on fera un petit rappel de ça en fin de présentation. Pour faire simple, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'outil est composé de plusieurs onglets répartis en trois types. Une interface scénario, qui est un onglet qui permet de modéliser son scénario. 3 onglets résultats en fonction de la méthode d'évaluation des impacts choisie, Recipe, IF, empreinte eau. Et 6 onglets de base de données qui permettent la compréhension des données et éventuellement personnaliser celles-ci. Oups.
Dans cette boîte à outils, on a donc un deuxième type de logiciel qui sont les logiciels Pinch-O, qui eux concernent plutôt l'optimisation et la conception des réseaux d'eau. Donc Simulis Pinch, qui est développé par Prosim, partenaire du projet, qui est un outil Excel, qui à partir d'un inventaire de courants d'eau appelé source et demande, qui chacune sont caractérisées par un débit massique et un seuil de pollution, va proposer deux fonctionnalités principales. Le diagnostic eau, effectué par la méthode du pincement dont a parlé Pierre précédemment, c'est-à-dire identifier les besoins minimums en eau propre, des rejets minimums en eau usée et du maximum d'eau réutilisable. Mais aussi la conception semi-automatique assistée de scénarios de réutilisation. Donc c'est l'intégration et la construction du réseau d'eau, proposition de réseau d'eau permettant une réutilisation de l'eau au sein du procédé. Et on a WaterOptin, donc qui est un outil développé en langage Python par AgroParisTech, qui est un autre partenaire du projet, dans le cadre du projet, donc qui est encore en cours de développement et qui est encore mal maîtrisé à ce jour, qui s'inspire de Simulis Pinch, mais dont les fonctionnalités sont davantage personnalisées pour convenir aux attentes du projet et dispose surtout de solvers beaucoup plus avancés. Il permet entre autres une optimisation plus fine, rend la conception des réseaux d'eau automatique à 100%, en plus de permettre le traitement de scénarios plus complexes, multicontaminants, multi-objectifs, multi-contraintes. Donc comme j'ai dit, c'est un outil encore en cours de conception et de test qu'on ne maîtrise pas encore bien. Et, ce qui fait que Simulis Pinch, donc le premier logiciel, reste encore intéressant à exploiter dans le cadre du projet à ce jour. Pour récapituler, au regard du calculateur de l'empreinte OPIC qu'on a présenté avant, les outils Pinch-O sont vraiment complémentaires parce qu'après conception des scénarios de réutilisation de l'eau proposés, il faudra évaluer la pertinence environnementale de ces scénarios, c'est-à-dire calculer les impacts environnementaux associés à la construction de ces nouveaux réseaux d'eau qui sont l'expression physique de ces scénarios. Donc, maintenant, je vais illustrer cette boîte à outils proposée par le projet au travers d'un cas fictif de la transformation laitière qu'on a baptisé laiterie du Pays des Monts, qui servira dans le cadre du projet Minimo de caddie fil rouge, donc un démonstrateur de la boîte à outils pour les futures conférences et livrables. Donc, toutes les données qui ont permis de caractériser les différents flux de ce site fictif virtuel sont basées sur l'expérience d'Actalia concernant les différents procédés, tout simplement. Alors, ici, le schéma est peut-être un peu petit sur vos écrans, mais en réalité, il sert seulement à vous montrer de quoi est composé ce site virtuel en termes d'atelier consommateur d'eau ou émetteur d'effluents et illustrer une certaine temporalité entre ceux-ci. Et aussi pour montrer que concevoir des éventuels scénarios de boucle de réutilisation, recyclage, est un exercice qui peut vite devenir assez complexe finalement. Alors ici, on a décidé que la laiterie des Monts serait constituée d'une fromagerie, d'une beurrerie et d'un atelier poudre à partir du sérum et du babeur des deux ateliers précédents. Et on a mis des flèches pour décrire la temporalité ici, mais il faut bien comprendre qu'elles ne correspondent pas à des flux matière. En fait, ici, on ne raisonne pas en termes de flux matière. Et il faut surtout voir que chacun des process visibles dans les rectangles sont susceptibles de consommer de l'eau ou rejeter des effluents. Qu'en fait, en réalité, c'est plutôt le type de schéma 6 joints là, qui nous intéresse, qui est une manière de simplement représenter l'inventaire des process consommateurs d'eau et rejeteurs d'effluents en caractérisant chacun des flux entrants et sortants par un débit et un seuil de qualité de l'eau en DCO, COT, conductivité. C'est cette caractérisation-là qui va nous permettre de pouvoir envisager certaines boucles de réutilisation en fonction donc des différentes quantités d'eau et de l'acceptabilité de leur qualité par le process qui les accueillerait éventuellement.
Pour donner un exemple simple, ici, on pourrait se dire, voilà, j'ai par exemple mon eau de sortie de concentration membranaire par osmose inverse et en sortie d'évapoconcentration qui peut constituer une source intéressante parce qu'a priori pas trop chargée en polluants et qu'elle représente de gros volumes. Euh, donc il s'agit ensuite d'identifier les usages process qui pourraient accueillir cette eau en entrée, car de qualité acceptable pour eux, et ainsi proposer cet élément de scénario de réutilisation qui devrait permettre de réduire la quantité d'eau entre guillemets neuve utilisée par ce process d'accueil. Pour reprendre le cas de la laiterie des monts, on peut se dire, j'identifie par exemple les différents nettoyages en place, le circuit de chaufferie ou le lavage des camions comme nouveaux exutoires potentiels de l'eau issue de l'évapoconcentration et de l'osmose inverse, car pas trop exigeants en termes de qualité entrante, moyennant éventuellement une étape de traitement désinfection, et proposer un scénario de bouclage, comme ici. Le logiciel PinchO, en plus de vous aider à identifier ces sources et usages potentiellement intéressants, permettra de générer automatiquement des recommandations de conception des réseaux d'eau optimisés au sein des industries agroalimentaires. On pourra alors suivre l'arbre de décision suivant qui permettra de valider le scénario s'il coche les cases en termes de pertinence environnementale en utilisant l'outil ACVPIC, mais aussi d'efficacité énergétique et économique. Voilà, merci pour votre écoute. Je repasse la main à Pierre du coup. Ou tu peux passer la diapositive suivante si tu préfères. Oui, c'est vrai, je vais faire juste ça. Voilà. Très bien. Merci Axel pour ces précisions sur les outils qui sont en cours de finalisation, en cours de développement et de finalisation au sein du projet. L'idée là, c'était de finir par vous présenter un petit peu en synthèse les différents livrables qui sont attendus pour la fin du projet. Donc, tout d'abord, tous les documents dont je mentionnais au début, c'est-à-dire la synthèse réglementaire, le guide des technologies de traitement, et puis le mémento graphique, qui lui est déjà disponible dès à présent. Les outils, donc calculateur PIC avec son guide d'utilisation, et puis les outils en cours de développement que vient de présenter Axel. Pour finir, il y aura une conférence à la fin de ce projet de restitution, dont la date est déjà connue, le 7 décembre 2021. Elle aura lieu à Paris, donc vous pouvez déjà réserver cette date pour les personnes intéressées dans vos agendas. Elle sera ouverte à tous. Et voilà, donc c'était la présentation du projet Minimo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à inscrire vos questions dans le fil de discussion. Je ne sais pas si on Alors, entend toujours l'alarme, mais... oui, voilà, la remarque que j'ai eue, c'est qu'on entendait l'alarme. Effectivement, Ouais. l'alarme d'incendie a repris ici sur le site de Surgère, mais elle devrait être arrêtée dans les prochaines minutes. J'espère que c'est pas trop désagréable pour les participants à distance. Je ne vois pas de, je ne vois pas de questions. Je ne sais pas, Geneviève, si tu en as. Ah si, j'ai l'impression qu'il y a une question. Euh, alors, la question que je peux voir à l'écran, c'est est-ce que ce guide est déjà utilisable, applicable par les industriels fromagers? Et est-ce qu'on peut les accompagner à l'utilisation de ce guide? Donc sur la partie, il y a plusieurs guides en fait derrière ce projet. Il y en a qui sont déjà en place et on peut tout à fait voir dans quelle mesure ces livrables peuvent vous être bénéfiques avec notre aide ou bien de manière autonome. Le plus simple, ce sera de nous contacter, mais voilà. Les outils en tant que tels, calculateur, il faudra attendre encore quelques mois, mais pour ce qui est des guides, ils sont déjà disponibles.
Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions sur ce sujet-là. Si jamais il y en a qui arrivent après, on pourra les traiter en cours d'après-midi. Je vous propose de passer au sujet suivant, qui est le dossier Bionacol, valorisation de plantes fourragères bioactives. C'est Patrice Gabory qui va intervenir sur ce sujet-là. Donc on va le désigner. Tu as peut-être déjà la main, Patrice. Oui, ça y est. Alors attends, normalement, tac, tac, tac. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. C'est parfait? Bon, Oui, parfait. Alors voilà. Ah bah c'est bien, l'alarme s'est éteinte en plus. très bien. Alors par contre, j'aimerais bien récupérer mon diaporama. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez le diaporama? On voit en Oui. plein écran ta première diapositive. Bon bah c'est parfait. Merci. Bon, bon, c'est bon? Je peux y aller? Oui. Oui, oui, vas-y, c'est à toi, pas de problème. Ok, ça marche. Bonjour, donc je vais vous présenter quelques résultats du projet Bionacol. Donc le projet Bionacol a pour objectif d'évaluer les potentiels bénéfices de plantes fourragères qui présentent des métabolites secondaires bioactifs. Alors qu'est-ce que c'est que des métabolites secondaires bioactifs? Ce sont les plantes qui présentent des polyphénols dont les tanins condensés, les mono- et sesquiterpènes. Donc c'est des composés que l'on peut retrouver dans des fourrages comme le sainfoin. On peut également retrouver ces composés-là dans le plantain ou la chicorée. Donc ils ont des effets en fait intéressants vis-à-vis des petits ruminants, notamment donc chèvres et brebis, parce qu'en fait ils ont des effets anthelmintiques, donc anti-parasitaires. Voilà. Donc il y a des programmes amont qui traitent de ces sujets-là, et donc nous, avec Thalia, avec quelques partenaires, on s'est intéressé à la partie aval, donc l'impact de ces modes, de ces systèmes, on va dire, d'alimentation des animaux sur la qualité des laits et ensuite des fromages que l'on peut fabriquer avec ces laits-là. Voilà. Donc, comme je vous disais, donc ce projet-là, donc il y a plusieurs partenaires, hein. Donc, pour la partie caprine chèvre, donc il s'agit de l'INRAE de Lusignan, notamment avec la plateforme Pâtu Chèvre. Pour la partie, on va dire, transformation laitière chèvre, c'est Actalia, produit laitier surgère. Et pour le volet brebis laitière, pardon, donc on travaille avec la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, le syndicat de défense de l'Osso-Irati, et puis pour la partie transformation avec le lycée Jean Héricard. Également, nous avons l'université de Pau qui travaille sur une mise au point d'une méthode dont on vous parlera certainement dans un prochain projet. Voilà. Et donc ce projet-là, donc est un projet régional multifilière. Il a été agréé par le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest et financé par la région Nouvelle-Aquitaine et également par l'ANICAP pour le volet caprin. Voilà. Comment est organisé ce projet-là? Donc, il y a trois volets. Les deux principaux, c'est le volet 1 qui, en fait, sont les expérimentations, on va dire, système, donc les expérimentations sur les troupeaux. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la partie chèvre, on s'appuie sur la station expérimentale de Pâtu-Chèvre. Et puis, pour la partie brebis, en fait, ce sont des élevages dits commerciaux, en fait, des élevages normaux, hein, qui se sont prêtés volontaires pour réaliser ces manips-là, en essayant, tant pour les systèmes caprins que bovins, d'avoir des plans expérimentaux similaires, c'est-à-dire essayer de tester les mêmes fourrages à des périodes de l'année à peu près similaires. Voilà. Pour le volet 2, donc je vous l'ai dit tout à l'heure également, donc c'est la transformation fromagère de ces laits. Donc pour la partie brebis, ce sont des fromages de type Osso-Irati qui sont fabriqués par le lycée Jean Héricard. Pour la partie chèvre, donc c'est Actalia. Donc on fabrique tant des fromages lait cru, donc avec des formats type on va dire motin, et puis des fromages au lait pasteurisé type bûchette affinée.
Voilà. Et pour l'ensemble de ces fabrications-là, on a également mutualisé les analyses biochimiques, sensorielles, nutritionnelles, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène en termes de résultats, tant pour la partie chèvre que pour la partie brebis. Et puis le troisième volet, donc c'est le volet diffusion-valorisation. Donc comme aujourd'hui, c'est une diffusion des résultats que l'on peut avoir, mais également sont prévus des interventions dans des journées techniques type Cap-Vert, Caprinov, etc., etc. Voilà. Donc le planning de prévisionnel de ce projet-là, donc il a une durée de 48 mois, donc initialement c'était 36 mois, mais bon, avec les aléas, on va dire, actuels, on a été obligé de prolonger un petit peu cette période, c'est la durée du projet. Donc ce schéma-là, pour vous présenter les différents dispositifs expérimentaux qui ont été testés dans les élevages. Donc en élevage caprin, on a testé des systèmes ou des alimentations foin, donc des alimentations plus hivernales. Donc alimentation à partir de foin de luzerne comparé à du foin de Saint-Foin. Autre système testé, le pâturage. Donc pâturage de prairies multi-espèces, donc de graminées, en comparaison à des pâturages de Saint-Foin ou de plantains. Et également pour la partie caprine, pour on va dire c'est en période automnale, tester des cures de pellets de Saint-Foin en comparaison à des pellets de luzerne. Pour la partie ovine, eux, ils ont testé pour les régimes hivernaux le foin de luzerne complémenté ou non de granulés de Saint-Foin. Également, en pâturage, ils ont testé des pâturages de prairies multi-espèces en comparaison à des pâturages de chicorée. Voilà. Donc à ce jour, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc on a quasiment terminé tous les essais en élevage et les fabrications, on vient juste de les terminer il y a quelques jours au niveau caprin. Et donc, on s'attache maintenant à traiter les résultats et analyser ces résultats-là pour pouvoir diffuser fin 2021, début 2022. Voilà, donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les résultats des systèmes expérimentaux pour lesquels on a tout fait. On a fait les 2 répétitions, on a tous les résultats. Donc le premier système expérimental testé en caprin, donc c'était foin de luzerne en comparaison à du foin de Saint-Foin. Et puis le deuxième système expérimental, en fait, c'est le système cure de pellets de Saint-Foin en comparaison à des pellets de luzerne. Donc, concernant le dispositif donc expérimental, voilà, je vais y arriver. Dispositif expérimental foin de luzerne en comparaison à du foin de Saint-Foin. Donc, on avait 2 lots de chèvres constitués chacune de 60 animaux. Donc, la moitié des chèvres, c'est écrit ici, donc sont issues, enfin, ont un accès au pâturage, donc potentiellement sont infectés par des strongles gastro-intestinales, d'où l'intérêt effectivement l'hiver de distribuer du Saint-Foin pour évaluer si ça a un impact curatif ou non sur les strongles gastro-intestinales. Donc ces 2 lots de 60 chèvres, donc initialement elles étaient nourries en foin de prairies multi-espèces. Donc une première phase d'adaptation de 7 jours, donc un lot est nourri avec du foin de luzerne, l'autre du foin de Saint-Foin, et puis au bout de ces 7 jours d'adaptation, ont été prélevés les laits de ces 2 lots pour fabriquer tant des fromages lactiques au lait cru que des fromages lactiques au lait pasteurisé. Voilà. Au niveau alors des rations ou de la conduite de troupeau, donc on a fait 2 séries d'essais, donc une première série d'essais en décembre 2018, janvier 2019, et une seconde série en décembre 2019, janvier 2020. Voilà, donc et à chaque fois était mesuré le niveau d'ingestion par l'eau, les valeurs alimentaires des fourrages, la production laitière du lot, donc au tank, et puis la qualité, le suivi de la qualité du lait de tank sur 6 jours. Au niveau de la ration, donc le foin était distribué à volonté.
avec un objectif qui a un taux de refus supérieur à 15%, donc qui indique que le foin n'est pas limitant. Vous avez les caractéristiques ou les valeurs des foins de luzerne testés en première année et en deuxième année, et la même chose pour les foins de Saint-Foin testés en première et deuxième année. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seconde année, le foin de Saint-Foin, donc qui était acheté à l'extérieur, était de moindre qualité par rapport à l'année 2018. Donc on a eu quelques effets à ce niveau-là. Au niveau des compléments concentrés distribués aux chèvres, donc 1 kg 0,25 par jour et par chèvre, distribué en trois fois, avec ici le détail de ces compléments concentrés. Au niveau des performances zootechniques et sanitaires, au niveau des animaux, voilà ce qui a été observé. Donc, en termes de quantité de foin ingéré en kilogrammes de matière sèche par jour et par chèvre, donc globalement, le foin de Saint-Foin, quand il est de bonne qualité, c'est ce qu'on a observé en 2018, est ingéré en beaucoup plus grande quantité par rapport au foin de luzerne. En 2018, ça représentait plus 300 grammes de matière sèche par chèvre et par jour, soit plus 18% en comparaison au foin de luzerne. En revanche, en 2019, où le foin de Saint-Foin était de moins bonne qualité, donc moins appétant, on avait moins de différence, on n'avait pas de différence significative entre le foin de luzerne et le foin de Saint-Foin. Donc avec ces quantités ingérées, le fourrage représentait plus de 65% de fourrage dans la ration. Voilà. Au niveau de la production laitière, donc on a vu qu'en 2018, les chèvres ont consommé plus de foin de Saint-Foin. Donc globalement, effectivement, on a une production laitière qui est supérieure entre la luzerne 2018 et le Saint-Foin 2018, donc 2,8 litres contre 2,9 litres. Également, on a une différence significative entre les deux années, au sein tant pour la luzerne que le Saint-Foin, en lien également avec la qualité du fourrage. Voilà. Au niveau de la composition de lait cru, donc on a au niveau des matières azotées, des matières protéiques, donc on n'a pas constaté de différence significative en termes de composition ou de teneur en matière protéique entre le lait issu de foin de luzerne ou issu de Saint-Foin. Par contre, sur les TB, ce que l'on a observé en 2019 simplement, c'est un taux de matière grasse supérieur pour les régimes foin de Saint-Foin. Donc avec 38,6 grammes par litre pour le régime foin de Saint-Foin, je vais y arriver, et 35,6 grammes par litre pour le régime luzerne. Voilà. Au niveau des cellules, pas de différence entre les lots ou en fonction des régimes. Et puis, fait notable et qui est vrai sur les deux années, c'est que systématiquement, la quantité de durée présente dans le laits est beaucoup plus faible dans les régimes foin de Saint-Foin. Donc on le voit, donc en moyenne c'est moins 110 mg par millilitre en moyenne. Donc pour 2018, on avait 536 en luzerne, 424 en Saint-Foin, et en 2019, 447 en luzerne et 334 en Saint-Foin. Donc voilà, chose intéressante. En ce qui concerne le statut sanitaire des animaux et notamment au niveau de l'évolution des œufs, alors des œufs, ça y est, j'ai oublié le nom, niveau de œufs, des œufs de strongle gastrique, voilà, je vais y arriver, au cours de la cure, donc qui était évalué. Donc au départ, on n'avait pas de différence significative, ça c'est pour 2019. En 2018, on n'avait pas du tout ces résultats-là, on n'avait pas de différence significative. En 2019, donc en début de cure, entre guillemets, on n'avait pas de différence entre le lot Saint-Foin et le lot luzerne. Après les 3 semaines de cure, on a observé une différence significative, donc avec une diminution
du niveau d'œuf dans les fesses, au niveau des animaux, donc un effet anthelmatique, un certain effet anthelmatique pour les animaux qui ont consommé du foin de Saint-Foin. Donc ça faisait, donc c'est écrit ici, hein, moins 110 œufs en moyenne sur les animaux. Par contre, ce qui était observé, donc ça c'était observé uniquement pour les chèvres multipares, donc qui ont parturé plusieurs fois bien sûr. Et puis également été observé une très forte variabilité selon les individus. Donc une diminution de 60% en moyenne pour les chèvres, avec pas d'effet pour certaines chèvres, un effet très marqué pour d'autres. Voilà. Donc ça, c'est en cours d'évaluation, d'études. Hugues et son équipe, Hugues Caillat et son équipe sont en train de creuser, de savoir pourquoi de telles différences. Voilà. Au niveau de la qualité des laits et du comportement en fabrication de ces laits que l'on a récoltés, donc là vous avez les diagrammes de fabrication, donc les crus. Donc on a les 10 principales caractéristiques ou différences. C'est un affinage dominante Geotrichum candidum, coagulation 23 degrés, pH moulage 4,50, égouttage en moule 36 heures, donc moulage à la louche, et égouttage en moule 36 heures à 21 degrés. Là, vous avez l'extrait sec de démoulage du fromage, salage aussi en saumure, et puis affinage de 12 jours à 12 degrés et 90% d'hygrométrie. Et donc, les produits étaient dégustés 30 jours après en présurage. Pour les laits, enfin les fromages ou les pasteurisés, donc bien sûr une pasteurisation de 74 degrés 30 secondes, avec une flore d'affinage dominante Penicillium candidum, coagulation à 24 degrés, pH moulage 4,55, un égouttage en filtre, presse, un extrait sec au démoulage de 42-44%, et puis un affinage seulement de 9 jours à 10 degrés, avec une dégustation à 25 jours après emprésurage. Voilà, ça c'est la différence entre les deux types de produits fabriqués. Donc si on reprend les compositions donc des laits crus que l'on a vu tout à l'heure, et donc ça c'est la moyenne de tous les essais, hein, donc globalement effectivement on retrouve cette différence au niveau du taux de matière grasse pour le Saint-Foin, qui est en moyenne légèrement plus élevé, et ça c'est lié aux essais 2019-2020. En taux de matière protéique, on a peu de différence. Alors là, on a une légère différence, mais c'est à la limite de significativité, hein, avec un tout petit peu plus de matière protéique pour les laits de foin de luzerne. Par contre, au niveau des caséines, des protéines solubles, on n'avait pas de différence significative au niveau des laits. On retrouve également, donc ça en lien avec le taux d'urée, l'azote non protéique qui est en quantité beaucoup plus faible dans les laits de Saint-Foin. Voilà. Au niveau de la lipolyse, on n'avait pas de différence significative entre les deux lots. Au niveau, si on fait un focus ensuite au niveau du profil en acides gras de ces laits, donc sur les acides gras saturés, on n'a pas de différence significative entre les deux lots, hein, avec un niveau moyen d'acides gras saturés de 75%. Par contre, sur les acides gras monoinsaturés, on a plus d'acides gras monoinsaturés pour les laits de foin de Saint-Foin. Notamment, en fait, c'est l'acide oléique qui est en quantité beaucoup plus importante dans les foins de Saint-Foin, avec 14,5% contre 13%. Pour les acides gras polyinsaturés, là c'est l'inverse, on a plus d'acides gras, une part plus importante d'acides gras polyinsaturés dans les laits de foin de luzerne, 4,4% contre 4% pour le Saint-Foin, et donc cette différence est liée à l'acide linoléique qui est en quantité supérieure dans les foins de luzerne. En ce qui concerne les acides gras trans, donc là aussi on a plus d'acides gras trans dans les foins de luzerne par rapport aux foins de Saint-Foin, et donc notamment en lien avec ou dû à une teneur en acide transaxénique plus importante dans ces laits-là, et également en acide ruménique, donc que l'on appelle aussi CLA, qui est significativement plus importante dans les laits de foin de luzerne. En ce qui concerne les ratios oméga 6 sur oméga 3, on a des ratios qui sont
complètement, on va dire, positifs et on va dire en faveur, qui sont positifs hein, et qui sont proches entre les laits de foin de luzerne et les laits de foin de Saint-Foin. Alors, ces différences en termes d'acides gras monoinsaturés, acides gras polyinsaturés et notamment des acides gras trans est certainement lié à l'effet des tanins condensés qui sont contenus dans les foins de Saint-Foin et qui ont un effet sur le métabolisme digestif des animaux, donc le microbiote, on va dire, des chèvres. Et donc, il y a également une incidence sur l'hydrogénation qui a lieu dans leur humaine et donc l'hydrogénation des lipides de la ration. Donc, il y a pour effet, donc si on a une meilleure hydrogénisation du fait de la présence de ces tanins, on a moins d'acides gras trans et moins d'acides gras polyinsaturés. Également, ce qu'on a pu retrouver comme spécificité, c'est que l'acide gras marqueur de la fleur de chèvre, le catéthyloctanoïque, est en quantité significativement plus importante dans les foins de Saint-Foin. Mais on est sur des quantités qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas limitantes pour percevoir dans un lot comme dans l'autre, pour limiter la perception de la fleur chèvre. Voilà. Également, au niveau donc de la spécificité de ces profils en acides gras, cette spécificité est préservée au cours du processus de fabrication, tant les crus qu'en les pasteurisés. Donc, on retrouve ces spécificités dans les produits, dans les fromages affinés. Voilà. En ce qui concerne le comportement des laits en transformation fromagère, donc là, vous avez un exemple de cinétique d'acidification pour les laits crus. Hein. Donc, on n'a pas de différence significative, ne serait-ce que sur des vitesses, mais notre pH objectif moulage, il est de 4,40 et on l'obtient au même temps, au même moment, quel que soit le système où le lait est considéré. Donc, on n'a pas de retard d'acidification, pas d'acidification plus rapide, que ce soit avec un système ou avec l'autre. Et on n'a pas rencontré de problème particulier non plus en fabrication. Si on regarde les rendements fromagers, alors en lait cru, donc c'est des rendements corrigés à 35% d'extra sec. Donc on a un rendement fromager légèrement supérieur pour les laits de foin de Saint-Foin, mais ça c'est normal, c'est lié au TB du lait qui est plus élevé, donc forcément au final on a un rendement fromager plus élevé. Voilà. En revanche, sur les taux de récupération de la matière protéique et de la matière grasse, on a des choses cohérentes et comparables entre les deux systèmes. Voilà. Sur les technologies, les pasteurisés, on n'a pas de différence significative sur le rendement fromager et on a des taux de récupération tout à fait corrects, tant en matière protéique qu'en matière grasse pour les deux systèmes. Voilà. Pour les fromages affinés, donc ça, ce sont les caractéristiques physico-chimiques. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les profils en acide gras étaient identiques ou comparables à ce qu'on pouvait observer au niveau des laits. En termes d'affinage, ce qu'on a pu observer sur les laits crus, c'est que donc on n'a pas de différence sur la lipolyse, des choses comme ça. Par contre, sur la protéolyse secondaire, donc en fait l'azote non protéique par rapport à l'azote total, on a une protéolyse secondaire qui est plus importante ou qui tend à être plus importante sur les fromages affinés lait de Saint-Foin. Chose que l'on retrouve également, mais plus au niveau de la protéolyse primaire sur les fromages, donc les pasteurisés, foin de Saint-Foin aussi. Donc ça pourrait être également lié aux métabolites qui pourraient passer dans le lait des animaux et qui pourraient moduler ou avoir un impact sur l'expression des flores et des bactéries d'affinage. Voilà. Et ça, c'est à creuser, c'est des choses qu'on retrouve sur d'autres technologies en vache, notamment en pâte précédemment cuite vache. C'est des choses qu'on observe également, des protéolyses secondaires et primaires un peu plus marquées quand les animaux ont consommé ou ont été nourris avec des plantes qui présentent des métabolites bioactifs. Voilà, mais ça c'est à creuser un peu plus également. Au niveau des profils sensoriels
des produits. Donc là, vous avez, donc ça c'est le jury expert, hein, un jury entraîné sur l'ensemble de ces critères-là. Donc je vais vous passer la liste. Hein. Et donc ils ont évalué les fromages au lait cru. Donc globalement, qu'est-ce que ça donne entre foin de Luzerne et foin de Saint-Foin? On a des profils qui sont très proches l'un de l'autre et on n'a aucun défaut entre eux. On n'a aucun défaut au niveau des produits, pas de défaut de savon, de piquant, des choses comme ça. Voilà. Pour les fromages affinés, on a les mêmes observations. Hein. On a des profils qui sont même beaucoup plus quasiment superposables entre les laits de Saint-Foin et les laits de Luzerne. Et également, on n'a pas observé de défaut sur les produits. Ces fromages, ils ont été également évalués par des consommateurs, où là, on a plus évalué l'acceptabilité consommateur sur 4 critères, donc l'appréciation globale du produit, l'odeur, le goût et la texture en bouche, donc évalué sur une échelle de 1 à 9, avec 1, la note de 1, quand il considérait que c'était extrêmement désagréable, et 9 quand c'était extrêmement agréable. Après également, il y avait 3 questions subsidiaires. Donc, question complémentaire sur l'intensité du goût. Est-ce qu'il jugeait beaucoup trop faible, un peu trop faible, juste bien, un peu trop prononcé ou beaucoup trop prononcé? Donc, le goût est également sur l'intensité du goût chèvre. Et puis également, la dernière question, c'est si l'intention de consommer à nouveau ce produit. Oui, non, et je ne sais pas. Voilà. Donc au niveau des résultats, qu'est-ce que ça donne? Donc pour les fromages au lait cru, donc la note globale sur les 2 catégories de produits était supérieure à 6, donc ce qui veut dire que l'ensemble des consommateurs ont jugé ces produits très agréables et que l'intention de consommation à nouveau était supérieure à 70%. Voilà. En revanche, on n'a pas observé de différence significative entre l'appréciation du goût, de l'odeur, voilà, entre les produits. Donc, ils sont tout à fait comparables. Par contre, il y a un critère qui est intéressant, c'est concernant la question du goût chèvre, l'intensité du goût chèvre. Bien pour 35% des consommateurs, ils ont jugé ce goût un peu trop faible pour les fromages issus de foin de Luzerne, contre 29% pour les fromages issus de foin de Saint-Foin. Donc des différences qui sont significatives. Donc peut-être effectivement une activité, on le voyait tout à l'heure sur la protéolyse, peut-être également au niveau de la production des arômes chèvres, des activités ou des effets des métabolites sur l'activité des plants d'affinage. Concernant les fromages affinés, les pasteurisés, donc là c'est pareil, on a les mêmes résultats, hein, des notes supérieures à 6 pour les 2 catégories de fromages et des fromages jugés très acceptables par les consommateurs, très agréables. Et là c'est sur le critère intention de consommation à nouveau, 67% des consommateurs sont prêts à consommer de nouveau ces fromages au lait cru, au lait pasteurisé, je vais y arriver. Ces fromages affinés au lait pasteurisé contre 59% pour les foins de Luzerne. Voilà. Donc voilà pour le dispositif foin de Saint-Foin, foin de Luzerne. Maintenant, on va passer au dispositif pelé. Donc pelé, en fait, ce sont des granulés, hein, pelé de Saint-Foin contre pelé de Luzerne. Donc là, le dispositif était le suivant. Donc ça a été testé en octobre, en novembre. Donc quand les chèvres rentrent, on va dire, en chèvrerie, on passait tout leur printemps, un petit peu l'été, tout leur automne à l'extérieur, ont été un peu parasités par des strongles. Et donc l'idée là, c'est de faire une cure de granulés de Saint-Foin pour essayer de traiter les animaux. Donc là, c'est également 60 chèvres réparties en 2 lots de 30 chèvres, donc toujours avec le même schéma, 7 jours d'adaptation, et au bout de ces 7 jours, prélèvement des laits pour fabriquer les fromages au lait cru et au lait pasteurisé. Voilà. Donc là, au niveau du dispositif expérimental, ce qui a été testé, donc toujours les mises en lot, etc. Donc au niveau des rations, donc c'est des rations équivalentes pour les 2 lots.
En fait, le fourrage principal, c'était du foin ventilé, donc du foin de préimmunité d'espèce, donc distribué à volonté, auquel étaient rajoutés donc les fameux pelés, à raison de 700 grammes de déshydraté ou de pelés par jour, soit en luzerne, soit en sainfoin. Ces 700 grammes étant distribués en 2 fois pour chacun des lots. Et ensuite, vous avez les autres compléments au niveau de la ration. Au niveau zootechnique, donc au niveau de la station pâte du chèvre, ils ont poursuivi les essais sur 42 jours avec inversion des lots pour voir des effets croisés luzerne sainfoin. Voilà. Alors au niveau des performances zootechniques, au niveau de l'ingestion, on va dire du foin, il n'y a pas de différence entre les 2 lots. Au niveau des refus, également pas de différence. Part de fourrage en ration, également pas de différence. Et sur la production laitière moyenne, également pas de différence entre les 2 systèmes. Voilà. Le statut sanitaire, donc l'analyse du niveau d'œuf de Strongl est en cours. Également à réaliser le dosage des tanins condensés, notamment sur les granulés de sainfoin et les granulés de luzerne. Donc résultats et dosage et résultats qui sont à venir. Voilà. Au niveau du comportement de ces laits en fabrication, donc là on retrouve donc la composition des laits crus. Donc là on a fait que 2 séries d'essais, donc un petit peu moins de résultats que sur les foins. Donc qu'est-ce qu'on a observé? Alors globalement on retrouve la même différence que l'on observait avec les foins. Donc pour les pelés sainfoin, on a tendance à avoir des taux de matière grasse qui sont plus élevés pour ces régimes-là. On a 41 grammes par litre contre 38 pour les pelés de luzerne. Également pour la matière protéique, pardon. On a des teneurs en matière protéique qui sont légèrement supérieures pour les pelés de luzerne en comparaison aux pelés de sainfoin. Pas de différence en ce qui concerne les taux de caséine, protéines solubles. On retrouve également cet effet, alors beaucoup moins marqué, mais cet effet sainfoin, on va dire, sur les teneurs en urée des laits de sainfoin, voilà, avec des teneurs en urée plus faibles. Sur la lipolyse, on n'a pas observé de différence significative. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Ok. Donc après, en ce qui concerne le profil, focus sur le profil en acide gras des laits. Donc là, on a très peu de différence entre les 2 systèmes. Hein. Même si on peut retrouver pour les acides gras monoinsaturés, pour les pelés de sainfoin, on a tendance à avoir un tout petit peu plus d'acide oléique, et donc un peu plus d'acides gras monoinsaturés. Par contre, sur les autres acides gras, on n'en retrouve pas de différence significative. Voilà. Sur les transformations, donc sur les rendements fromagers, alors également pas de différence significative entre les 2 systèmes, et que ce soit en lait cru et en lait pasteurisé. On a des choses complètement comparables. Ça, ce sont les caractéristiques donc des fromages affinés. Donc là aussi, pas de différence significative au niveau des caractéristiques des fromages affinés, que ce soit pour la lipolyse, les protéolyses primaires et secondaires, tant en technologie lait cru qu'en technologie pasteurisée. Une différence qu'on avait pu observer sur les systèmes foin, mais bon là on distribue peut-être des quantités, beaucoup plus faibles par rapport aux essais foin. Voilà. Au niveau des profils réalisés par le jury d'experts. Donc en fromage lait cru. Là aussi, donc les profils entre pelé de luzerne et pelé de sainfoin sont relativement proches. On n'a pas de défaut. Par contre, on observe, et là c'est assez flagrant, des odeurs de chèvrerie, une intensité globale de l'odeur qui est plus marquée pour le système pelé de sainfoin par rapport au système pelé de luzerne. Voilà. En
Ce qui concerne l'acceptabilité test consommateur, globalement, là également, les produits ont été jugés très acceptables, très agréables par les consommateurs, mais on a tendance à voir que l'appréciation des fromages issus des systèmes Pelé Saint-Foin tendent à être un petit peu mieux appréciés par rapport au Pelé de Luzerne. Ce qu'on peut retrouver, ce qu'on peut croiser avec les résultats du jury expert, c'est que sur la question flavor chèvre beaucoup trop faible, 19% des consommateurs évaluent que sur le système Pelé de Luzerne, cette flavor est beaucoup trop faible par rapport à 12% en Pelé de Saint-Foin. Donc on recroise avec ce qu'avait pu noter le jury expert. Pour les fromages affinés, les pasteurisés, donc là, également des profils assez proches, pas de défauts observés ou constatés sur les deux catégories de produits. Et là, on a une chose, une particularité ou une singularité sur les pelés de Luzerne. On a une flavor chèvre qui est significativement plus marquée sur ces produits-là avec les pelés de Luzerne en comparaison aux pelés de Saint-Foin. Voilà. Au niveau des notes, appréciation consommateur, acceptabilité, donc là c'est très très proche, on n'a pas de différence significative sur les 4 critères. Et également sur les intentions de reconsommation, de consommation nouveau, également des scores très proches entre Pelé de Saint-Foin et Pelé de Luzerne avec des intentions de consommation nouveau de plus de 70%, ce qui est très très acceptable. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tous les produits qui ont été fabriqués avec les systèmes foin, pelette, foin de Luzerne, foin de Saint-Foin, pelette de Luzerne, pelette de Saint-Foin, ont donné, ne déprécient pas, on va dire, la fromagibilité des laits, et ont donné des produits qui sont tout à fait acceptables pour les consommateurs et très appréciés des consommateurs. Alors, en première conclusion issue des travaux, donc conclusion par rapport à ces deux premiers résultats-là, c'est que le foin de Saint-Foin, lorsqu'il est de bonne qualité, est ingéré en quantité beaucoup plus importante par rapport au foin de Luzerne. Après se pose la question de la rentabilité, mais ça c'est Hugues qui doit l'évaluer. Également, ce qui est notable, c'est qu'on observe systématiquement une diminution de la quantité d'urée dans les laits avec le Saint-Foin, que ce soit en pelette ou en foin. Donc la question se pose, c'est l'effet d'étannage des protéines dans le rumen et donc sur l'assimilation et la synthèse des protéines dans le lait. Des effets à la marge sur les TB et les TP au niveau de la qualité des laits. Au niveau de l'aspect sanitaire parasitisme, alors il y a alors on n'a pas une réduction systématique a priori du parasitisme avec une cure de foin, de Saint-Foin, d'autant plus qu'on observe des réponses individuelles qui sont très différentes. Est-ce que c'est lié à la quantité de tanin présent dans le fourrage, le niveau d'ingestion qui est trop faible? Donc ça, ce sont des questions auxquelles la partie amont va apporter des réponses. Également, on attend les données des essais pelés pour confirmer ou non ces résultats. Voilà. Également, donc ces essais, on doit également les conforter ou les mettre en comparaison avec les essais pâturage de pâturage de Saint-Foin et les essais pâturage de plantain lancéolé, donc qui ont été terminés il y a quelques semaines, et voir si on a des réponses comparables ou pas. Voilà. Au niveau donc du comportement des laits en fabrication, de qualité des fromages obtenus, donc on a pu observer avec les systèmes foin de Saint-Foin des très légères différences ou modifications des profils en acides gras en lien avec le métabolisme du rumen, mais qui n'a pas d'impact négatif sur le profil en acides gras de ces laits.
donc des aptitudes à la transformation fromagère de ces laits qui étaient très bonnes, sans difficulté particulière. Et puis une qualité sensorielle des produits qui a été jugée très acceptable par les consommateurs, avec des odeurs chèvrerie plus marquées pour les systèmes Saint-Foin, notamment en lait cru. Une autre information également que nous pouvons apporter, c'est qu'à l'issue de chaque séance consommateur était réalisé un questionnaire auprès de ces derniers pour connaître leur avis quant aux démarches de l'agroécologie, ce qu'ils en pensaient, comment ils percevaient ça. Donc au niveau de ces démarches d'agroécologie, donc les consommateurs trouvent que c'est une très très bonne démarche avec un avis très favorable, une image très positive des produits qui sont issus de ces démarches agroécologiques. Par contre, à la question, mais combien êtes-vous prêt à payer en plus pour avoir vraiment des produits issus de cette démarche-là? La réponse est sans appel. Ils ne sont pas prêts à payer plus cher ces produits-là, car selon eux, ce devrait être la norme, c'est-à-dire que tous les produits devraient être issus de l'agroécologie. Donc voilà. La suite des travaux, donc à partir du 16 juin 2021 jusqu'au premier semestre 2022. Donc l'analyse des résultats des essais des dispositifs pâturage. Donc pour rappel, donc comparaison de pâturage de prairies multi-espèces, pâturage de Saint-Foin, pâturage prairies multi-espèces, pâturage de plantain. Voilà, donc on a tous les résultats à obtenir et interpréter et à traiter. Également à venir, l'analyse des composés d'intérêt au niveau des laits, donc des fourrages, des laits et des fromages. Donc qu'est-ce qu'on appelle les composés d'intérêt? Donc les acides gras d'intérêt nutritionnel, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on n'a pas encore tous les résultats. Et puis il faut qu'on dose sur les fourrages, les laits, les fromages, tous les composés phénoliques, dont sur ces produits-là, donc qui peuvent présenter un intérêt, et réaliser les diagnostics nutritionnels. Voilà. Donc il y a encore tous ces résultats à obtenir et à traiter. Également tout un gros travail de synthèse et ensuite de diffusion de ces résultats-là, donc prévu en 2022. Sous forme de mini-colloques à destination des professionnels et des apprenants, bien sûr, des articles scientifiques et des articles techniques également. Donc, ce qui est normalement, nous avons une réunion avec le comité de pilotage début juillet pour décider des stratégies de diffusion et décider savoir si on fait vraiment un colloque ou un mini colloque dédié à ces résultats-là, ce qui est certainement le cas si effectivement la situation sanitaire, alors pas des chèvres, hein, mais des êtres humains s'améliore d'ici 2022. Voilà. Merci de votre attention et puis je continue. Je souhaitais également réitérer comment dire notre ça y est, j'ai perdu le fil. Je remercie voilà, la région Nouvelle-Aquitaine et l'ANICAP pour leur soutien financier à la réalisation de ce projet. Voilà, merci. Merci Patrice pour cette présentation très intéressante et très riche en informations. Donc avant de prendre les questions, peut-être rappeler que, voilà, comme vous l'avez vu, la phase expérimentale est vraiment conséquente avec les différents maillons, rations, suivi des rations en élevage, composition et qualité des laits et aussi la phase transformation en fabrication du lait. Donc beaucoup de données. On a vu que ce soit des données analytiques, des données de paramètres technologiques ou aussi des données sensorielles. Donc, comme le disait Patrice, il y a un temps de traitement de données qui va encore se poursuivre avant de pouvoir valoriser tout l'ensemble de ces résultats. Mais c'est quelque chose qu'on vous invite à suivre de très près et vous serez tenu informé des différentes voies de communication qui seront retenues à la fin